3 semaines après la mort de Jane Hackman, l'enquête a pris une tournure dramatique à laquelle personne en dehors des forces de l'ordre ne s'attendait. Un technicien fédéral a soigneusement fait rouler un radar pénétrant dans le sol sur le sol poli de la bibliothèque privée de Hackman, observant le moniteur tandis que des couches invisibles sous le manoir apparaissaient. Puis, sans avertissement, l'écran a révélé quelque chose qui a immédiatement interrompu l'examen. Sous la bibliothèque se trouvait un immense vide souterrain si grand que des enquêteurs expérimentés auraient arrêté l'analyse et fait appel à des spécialistes supplémentaires avant que quiconque ne continue. Ce qui a rendu la découverte encore plus troublante n'était pas simplement la taille de l'espace caché, mais l'absence totale de tout document officiel reconnaissant son existence. Aucun permis de construire n'y faisait référence. Aucun dossier foncier du comté ne le mentionne. Aucun rapport d'inspection dessin d'architecture ou document de rénovation ne contenait la moindre indication qu'une telle chambre ait jamais été construite sous l'une des pièces les plus importantes du domaine. Cette seule anomalie inexpliquée aurait déclenché une escalade immédiate de l'enquête, faisant appel à des spécialistes fédéraux et entourant la propriété d'une des plus strictes interdictions d'information jamais associées à la mort d'une personnalité publique. À ce jour, les autorités n'ont jamais confirmé publiquement ce que les enquêteurs ont finalement découvert sous le manoir. Pourtant, des fragments d'informations des fuites anonymes et des rapports épars ont continué à circuler, chacun ajoutant une couche de mystère à une affaire déjà extraordinaire. Il reste impossible de vérifier si chaque détail est exact, mais ensemble, ils ont alimenté la spéculation selon laquelle la vie isolée de Gene Hackman aurait pu être bien plus que ce que quiconque aurait pu imaginer. Plus les enquêteurs regardaient en profondeur, moins le domaine ressemblait à la paisible maison de retraite que le public croyait être. La chaîne d'événements a commencé le 26 février 2025 peu avant midi, lorsqu'un convoi de véhicules des forces de l'ordre fédérales et locales est arrivé tranquillement devant une propriété fortement protégée, cachée au plus profond des forêts entourant Santa Fe au Nouveau-Mexique. Derrière d'imposantes portes en acier renforcées, se dressait l'immense complexe de 4 millions de dollars de Gene Hackman, un sanctuaire privé où l'acteur oscarisé, alors âgé de 95 ans, avait vécu avec sa femme Betsy Arakawa, 65 ans. Depuis plusieurs jours, aucun d'eux n'a répondu aux appels téléphoniques aux messages et n'a été vu par aucune personne liée au domaine. Pour une résidence fonctionnant normalement, avec une discipline et une routine remarquables, le silence était devenu impossible à ignorer. La première personne à reconnaître que quelque chose n'allait vraiment pas n'était pas un parent, un ami proche ou un policier. Il s'agissait d'un bricoleur qui était arrivé pour effectuer l'entretien courant et qui a immédiatement senti que l'atmosphère qui entourait la propriété ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu auparavant. Incapable de prendre contact avec l'un ou l'autre des résidents et perturbé par l'absence totale d'activité, il a alerté les députés locaux, exprimant sa crainte que le couple ne soit déjà mort à l'intérieur de la maison. Son inquiétude est devenue la première étape de ce qui allait rapidement devenir l'une des enquêtes sur les décès les plus inhabituels de mémoire récente. Entrer dans le domaine s'est avéré bien plus difficile que prévu. Les agents ne pouvaient pas simplement ouvrir un portail ou frapper à la porte d'entrée, car chaque entrée avait été conçue pour rester scellée, à moins que quelqu'un à l'intérieur n'autorise délibérément l'accès. Les députés ont finalement été contraints de franchir les verrous de sécurité et de franchir les barrières renforcées, avant même de pouvoir commencer à fouiller la propriété. Ce seul fait a immédiatement soulevé des questions inconfortables, car soit personne à l'intérieur n'était plus physiquement capable d'ouvrir les portes, soit quelqu'un encore à l'intérieur avait choisi de ne laisser entrer personne. Dans un premier temps, les enquêteurs se sont préparés à ce qui semblait être une situation tragique, mais compréhensible. Ils s'attendaient à retrouver un couple de personnes âgées, décédées tranquillement dans leur maison isolée, sans que personne ne se rende compte de ce qui s'était passé jusqu'à quelques jours plus tard. Au lieu de cela, la scène qui attendait derrière ces portes suggérait immédiatement que cette affaire deviendrait bien plus compliquée que prévu. Le calme qui régnait dans le domaine n'était pas paisible. On se sentait étrangement suspendu, comme si le temps lui-même s'était arrêté à l'intérieur des murs.
À l'intérieur du manoir, les agents ont découvert les corps de Gene Hackman et Betsy Arakawa, ainsi que l'un de leurs chiens. Selon les conclusions du médecin légiste, Betsy était décédée environ une semaine avant son mari. La cause de son décès était une infection virale grave, tandis que le décès de Gene a été attribué à une insuffisance cardiaque accompagnée de problèmes médicaux contributifs. Sur le papier, l'explication semblait simple, laissant penser que l'enquête allait rapidement aboutir. Pourtant, presque immédiatement, les détails de la scène ont commencé à soulever des questions qui ont refusé de disparaître. Le département du shérif de Santa Fe a déclaré publiquement que les enquêteurs n'avaient trouvé aucune preuve immédiate d'actes criminels, langage couramment utilisé pour rassurer le public lors des enquêtes sur les morts naturelles. Cependant, exactement au même moment, les autorités ont confirmé que les circonstances entourant ces décès étaient suffisamment suspectes pour justifier un examen médico-légal complet de l'ensemble du patrimoine. Ces deux affirmations semblent difficiles à concilier. Si rien ne semblait criminel, pourquoi une enquête aussi approfondie a-t-elle été jugée nécessaire? Les rapports ont rapidement révélé des détails supplémentaires qui n'ont fait qu'approfondir le mystère. Chaque entrée est restée solidement verrouillée et les enquêteurs n'auraient trouvé aucun signe indiquant que quelqu'un soit entré ou sorti de force de la résidence. Il n'y avait également aucune indication évidente de traumatisme physique sur l'une ou l'autre des victimes. La chronologie elle-même était encore plus inquiétante. Si Betsy était décédée environ 7 jours avant Gene, cela signifiait que l'acteur de 95 ans était peut-être resté en vie dans la maison avec le corps de sa femme pendant près d'une semaine entière, sans jamais contacter les services d'urgence, avertir ses amis ou demander de l'aide à qui que ce soit. Ce silence est devenu l'un des aspects les plus difficiles à expliquer de l'affaire. Au cours de ces 7 jours, aucun appel d'urgence n'a été émis depuis la propriété. Aucun employé n'est arrivé au travail. Aucun proche n'a été contacté même si les systèmes de communication sophistiqués du domaine restent opérationnels. Selon certaines informations, l'alarme de sécurité a continué à fonctionner normalement alors que plusieurs caméras de surveillance intérieure ont été désactivées manuellement, créant une contradiction troublante que les enquêteurs auraient examinée en détail. La question évidente est rapidement apparue. Qu'est-ce qui pourrait bien garder quelqu'un silencieux pendant 7 jours alors qu'il vit seul à côté du corps de quelqu'un qu'il aime? Était-ce un chagrin accablant, une confusion provoquée par l'âge et une santé déclinante, un sens des responsabilités ou quelque chose de bien plus compliqué? Certains observateurs ont émis l'hypothèse que Gene Hackman craignait peut-être de laisser entrer des étrangers dans la propriété car il pourrait découvrir quelque chose de caché en dessous. La question de savoir si cette théorie est vraie reste totalement invérifiée, mais elle est devenue l'une des nombreuses possibilités qui ont alimenté la fascination du public pour cette affaire. Pour comprendre pourquoi les enquêteurs se sont tant intéressés à ce qui pourrait se trouver sous le manoir, il est important de comprendre l'extraordinaire propriété qui se trouve au-dessus. Le domaine de Gene Hackman n'était pas simplement une résidence de célébrités coûteuses nichée dans la nature sauvage du Nouveau-Mexique. Il fonctionnait davantage comme un complexe autonome entouré de tous côtés par une forêt dense, protégée par d'imposants murs d'enceinte en pierre et équipé de plusieurs couches de technologie de sécurité avancée. Chaque approche de la propriété passerait par des points d'accès soigneusement surveillés, conçus pour décourager à la fois les visiteurs et les intrus. Des sources proches de l'enquête ont décrit plus tard un système de sécurité qui semblait inhabituellement sophistiqué pour une résidence privée. Des équipements de détection de mouvement des systèmes d'imagerie thermique et une surveillance continue auraient protégé le domaine 24 heures sur 24. Certaines personnes parlant anonymement ont même comparé l'infrastructure défensive de la propriété à des installations plus communément associées à des lieux gouvernementaux très restreints qu'à la maison d'un acteur à la retraite. Il reste incertain si ces comparaisons étaient exagérées ou tout à fait exactes, mais elles ont contribué de manière significative à l'aura de mystère entourant le domaine. Ceux qui ont travaillé sur la propriété au fil des années auraient représenté une autre couche de confidentialité soigneusement contrôlée. Les employés, les jardiniers, les équipes d'entretien, les entrepreneurs et le personnel de maison auraient été soumis à des contrôles approfondis
avant d'être embauchés et auraient été tenus de signer des accords de confidentialité inhabituellement complets. Remarquablement, malgré des décennies d'emploi impliquant d'innombrables personnes, pratiquement aucun compte rendu public détaillé n'a jamais été publié décrivant la vie quotidienne à l'intérieur de l'enceinte. Cette absence remarquable de témoignages directs n'a fait qu'intensifier les spéculations sur ce qui aurait pu exister au-delà de ces murs. Ce silence complet a naturellement attiré l'attention des journalistes et des chercheurs qui tentaient de reconstituer l'histoire du domaine. Plusieurs journalistes locaux auraient rencontré des obstacles répétés lorsqu'ils demandaient des documents liés aux rénovations et aux constructions effectuées sur la propriété au fil des ans. Certains dossiers de construction contenaient des lacunes inexpliquées, tandis que des parties des dossiers de permis auraient été fortement expurgées ou autrement indisponibles lors des demandes normales de dossiers publics. La question de savoir si ces irrégularités étaient dues à des problèmes administratifs ordinaires ou à quelque chose de plus important n'a jamais été établie de manière concluante. Une histoire circulant parmi les chercheurs locaux impliquait un historien lié à la Société historique de Santa Fe qui aurait passé des mois à rassembler des registres fonciers liés à la propriété avant d'abandonner le projet de manière inattendue. Selon ses récits, elle a cessé de répondre à ses collègues, n'a jamais publié ses résultats et n'a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle ses recherches avaient soudainement pris fin. Aucune preuve officielle n'a jamais confirmé ce qu'elle aurait pu découvrir, voire rien du tout. Néanmoins, des histoires comme celle-ci font désormais partie de la mythologie croissante entourant le domaine. Même les détails divulgués sur la recherche initiale ont continué à semer la confusion. Les rapports concernant l'endroit où l'un des chiens de la famille a été découvert variaient considérablement selon les sources, certains affirmant que l'animal avait été trouvé dans un placard, tandis que d'autres décrivaient différents endroits dans la maison. Au fur et à mesure que les informations émergeaient des enquêteurs, des récits contradictoires rendaient de plus en plus difficile la distinction entre les faits vérifiés et les spéculations. L'incertitude, entourant même des détails relativement petits, n'a fait qu'encourager davantage de théories sur ce que les enquêteurs pourraient encore retenir. Ceux qui ont eu la chance de voir des parties de l'intérieur ont décrit une résidence qui ne ressemblait à presque rien de ce qu'ils avaient jamais vu. De longs couloirs exposaient des peintures à l'huile de qualité musée, tandis que les pièces contenaient des meubles datant de plusieurs siècles, notamment des pièces attribuées à des familles aristocratiques européennes. Des lustres historiques dont la provenance est documentée ont illuminé des espaces remplis d'antiquités inestimables, créant une atmosphère mêlant richesse extraordinaire et préservation historique remarquable. À l'extérieur des jardins méticuleusement entretenus contenaient des spécimens botaniques si rares que certains passionnés affirmaient qu'il n'existait qu'une poignée de collections comparables dans le monde. L'historienne de l'architecture Elena Vasquez de l'Université du Nouveau-Mexique aurait été invitée à examiner certaines parties du domaine au cours du processus d'évaluation plus large. Après avoir étudié des photographies et de la documentation structurelle, elle aurait proposé une observation qui capturait parfaitement le caractère inhabituel de la propriété. Elle a expliqué qu'elle avait examiné d'innombrables domaines historiques dans tout le sud-ouest américain, mais qu'aucun ne combinait l'apparence d'un musée de classe mondiale, avec les caractéristiques défensives d'une installation militaire fortifiée comme celle-ci. Selon elle, la beauté artistique et les mesures de sécurité extraordinaires semblaient délibérément conçues pour protéger quelque chose de bien plus important que les seules œuvres d'art coûteuses. Il reste impossible de savoir avec certitude si cette interprétation reflète fidèlement la réalité. Malgré cela, les enquêteurs auraient continué à porter une attention croissante vers le sol situé sous le manoir lui-même. Si les récits divulgués sont exacts, tout ce qui a finalement attiré leur intérêt sous la bibliothèque était resté caché pendant de nombreuses années, existant tranquillement sous l'une des salles les plus élégantes du domaine, alors que pratiquement personne en dehors d'un très petit cercle ne savait qu'il était là. Les images des caméras corporelles, publiées seulement après une rare ordonnance judiciaire exigeant une divulgation publique limitée, ont offert un autre aperçu des premières heures de l'enquête. Alors que les députés se déplaçaient prudemment dans le manoir, les téléspectateurs ont été immédiatement frappés par le silence écrasant qui régnait dans chaque couloir.
Pourtant, selon les enquêteurs, ce n'est pas l'absence de son qui les a le plus gênés. Au lieu de cela, il s'agissait de preuves indubitables, suggérant que quelqu'un avait désespérément fouillé certaines parties de la maison peu de temps avant que tout ne se termine. Des meubles lourds semblaient avoir été traînés sur des planchers de bois franc polis, laissant derrière eux des marques visibles. Les livres avaient été retirés des étagères et rendus sans ordre apparent, tandis que les tiroirs de plusieurs pièces restaient partiellement ouverts, comme si quelqu'un les avait fouillés en toute hâte. Les enquêteurs auraient également découvert un coffre-fort ouvert dans une chambre qui ne contenait rien à l'intérieur, ce qui a immédiatement suscité des questions sur ce qui y avait été stocké et où il était allé. La maison ne présentait pas l'apparence d'une résidence paisible figée dans le temps. C'était comme si quelqu'un s'était lancé dans une course contre quelque chose que seul comprenait. L'équipe de recherche est ensuite entrée dans la bibliothèque privée de Gene Hackman, la pièce qui aurait modifié l'orientation de l'enquête dans son ensemble. Derrière son élégance tranquille, les enquêteurs pensaient qu'il y avait bien plus que du bois poli, des livres inestimables et des antiquités soigneusement rangées. Selon les récits qui ont peu à peu fait surface, c'est là que la technologie a révélé pour la première fois l'énorme anomalie cachée sous le sol, transformant ce qui semblait initialement être une simple enquête sur une mort naturelle en un mystère qui continue de susciter des questions bien après que l'affaire officielle ait été déclarée close. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. La descente. Comment les enquêteurs l'ont finalement trouvé? C'est ici que l'histoire de la façon dont les enquêteurs ont finalement trouvé le tunnel secret de Gene Hackman devient l'histoire elle-même. La première expertise médico-légale de la bibliothèque n'a rien révélé. Les agents ont parcouru cette pièce pendant des heures. Pas de faux panneaux, aucune couture apparente, rien. L'équipe de recherche initiale a déposé un rapport et est partie. La bibliothèque était claire. 3 semaines plus tard, une unité spécialisée est revenue avec un système de radar à pénétration de sol. Le type déployé pour les enquêtes sur les constructions militaires et les évaluations d'installations classifiées et non pour les enquêtes sur les décès résidentiels. Les techniciens ont balayé l'unité sur le sol selon une grille lente. Au 3e passage, la lecture a augmenté. Un vide sous le sol de la bibliothèque. Pas un vide sanitaire, pas un utilitaire. Vidéo de caméra corporelle récemment publiée montrant les adjoints du shérif du Nouveau-Mexique arrivant sur les lieux et découvrant les corps de l'acteur oscarisé et de sa femme. Une cavité souterraine délibérée importante qui n'existe pas naturellement dans cette géologie. Et prends ça. Cette seule lecture a tout changé. Cela a déclenché une escalade du mandat au niveau fédéral. Il a fait appel à une équipe d'entrée spécialisée. Cela a donné lieu à une analyse structurelle secondaire de l'ensemble de l'empreinte du domaine. Dans les 48 heures suivant l'impact du GPR, les agents avaient localisé le mécanisme. Un point d'entrée technique intégré au mur avec une séquence d'activation spécifique. Invisible pour tous ceux qui ne savent pas exactement ce qu'ils recherchent. Pas une bibliothèque sur charnière. Pas un loquet derrière un tableau, quelque chose conçu pour survivre précisément au genre de recherche qu'il avait déjà manqué une fois. Derrière le mécanisme, un passage étroit, des marches de pierre descendant dans le noir total. Aucune source de lumière, pas de ventilation au seuil, juste une gorge en pierre sculptée tombant directement dans la terre sous le domaine. Les agents sont descendus, la température baissait à chaque pas, l'air s'épaissit, humide, métallique, portant un léger goût de rouille et quelque chose de plus ancien en dessous. La condensation s'accrochait au mur, les faisceaux des lampes de poche balayaient les surfaces en pierre. Et puis la première vague d'un véritable malaise s'est abattue sur l'équipe. Les murs étaient couverts de marquages délibérés, pas des graffitis, pas de décoration. Inscriptions précises, sculptées avec des outils et intentions claires. Certains ressemblaient à une notation alchimique, d'autres ressemblaient à des schémas techniques. Des plans pour des mécanismes qui n'auraient pas dû exister à l'époque où ce tunnel a été construit à l'origine. Une section présentait ce qui semblait être un schéma technique pour un appareil sans équivalent moderne. Des engrenages des chambres et des conduits dans des configurations qu'un technicien légiste a décrites plus tard dans un document brièvement diffusé avant d'être retiré du dossier comme étant une ingénierie venue de nulle part. Et prends ça. La construction elle-même racontait une histoire à plusieurs niveaux. À proximité de l'entrée de la bibliothèque maçonnerie du milieu du XXe siècle, découpes nettes, matériaux industriels, renforts de béton coulé. Mais plus les agents s'enfonçaient, plus les murs vieillissaient, joints sculptés à la main, renforcements primitifs.
Ce n'est vraiment pas la fin que quiconque prévoyait pour la vie de Gene Hackman. Marqué d'outils conformes à celles d'un pic et d'un burin, et non d'outils électriques. L'ingénieur en structure Marcus Devlin a examiné des photographies divulguées de l'intérieur du passage depuis le bureau de son entreprise à Albuquerque. Il les étala sur son bureau, étudia les sections les plus profondes, puis leva les yeux. Cela n'a pas été construit par le propriétaire, a-t-il déclaré. La partie supérieure a été rénovée et renforcée. Mais le cœur de ce tunnel est antérieur à la propriété de Hackman de plusieurs générations. Il ne l'a pas construit, il en a hérité. Et puis, il s'y est installé. Mais voici l'affaire. Quoique Hackman ait hérité, quoi qu'il ait choisi d'entretenir et de garder cela, se terminait au bas de ses escaliers. La chambre. À la base du passage, le tunnel s'ouvrait sur un vaste espace souterrain. Une chambre scellée et activement utilisée depuis des décennies. D'anciennes caisses en bois bordaient les murs empilés du sol au plafond. Certains s'étaient effondrés sous leur propre âge, déversant leur contenu sur le sol en pierre, sous forme d'amas de papier jauni de métal corrodé et d'artefacts qui ne semblaient appartenir à aucune époque ou région identifiable. Les agents s'y déplaçaient avec précaution, la façon dont vous évoluez dans quelque chose que vous ne voulez pas perturber. Un agent a soulevé le couvercle d'une boîte recouverte de poussière et a trouvé des photographies. Fragiles. Curling sur les bords, des visages que personne dans la pièce n'a reconnus, habillés avec des vêtements d'un siècle passé. Certains ont montré des réunions clandestines, des groupes d'hommes dans des pièces sans fenêtres, postures tendues, des expressions portant le poids spécifique de personnes faisant quelque chose qu'elles savaient être dangereux. D'autres ont capturé des emplacements, bâtiments, espaces souterrains, structures extérieures qui ne correspondent à aucun lieu identifiable dans aucun dossier architectural actuel. Sur une image, un groupe d'hommes se tenait autour d'une table couverte de cartes. Une seule ampoule projetait des ombres dures sur leur visage. Au dos de la photographie, écrite d'une écriture soignée, une date 1937. Et un seul mot dans une langue que les spécialistes amenés pour l'examiner n'ont pas pu identifier. Des dossiers reliés en cuir côtoyaient les photographies. Dates codées, noms expurgés, passagers décrivant des événements qui semblent avoir été délibérément supprimés des documents historiques officiels. Certaines pages avaient été partiellement brûlées. Quelqu'un a essayé de les détruire et s'est arrêté ou a été arrêté. D'autres documents portaient des filigranes et des insignes liés à des organisations officiellement dissoutes il y a des décennies. Le volume de matériel était stupéfiant. Les agents estimaient qu'un catalogage complet pourrait prendre des années. Ils n'avaient peut-être pas tort. Restez avec ça, car ce ne sont pas les photographies et les documents qui ont stoppé net l'enquête. Ce qui l'arrêtait se trouvait au fond de la salle. La porte qui ne s'ouvre pas. Au fond de la paroi arrière de la chambre, au-delà des caisses effondrées et des dossiers éparpillés, les faisceaux de la lampe de poche l'ont trouvé. Une porte en fer encastrée directement dans la pierre, pas de poignée à l'extérieur, aucune charnière visible, juste une surface en acier corrodé avec des marques de soudure le long de chaque couture. Marques de soudure professionnelles délibérées nécessitant un équipement spécifique et une intention énorme. Quelqu'un avait scellé cette porte de l'intérieur. Je l'ai soudée de l'intérieur. Et ne jamais en ressortir. Le mécanisme de verrouillage n'a pas été conçu pour empêcher les gens d'entrer. Sur la base de la construction, les enquêteurs ont conclu qu'elle avait été conçue pour garder quelque chose à l'intérieur. Le FBI n'a rien dit publiquement sur ce qui se trouve derrière cette porte. Rien. Aucun commentaire officiel. Pas de briefing pour les journalistes. Aucune source anonyme. Aucune fuite. Dans un environnement où des documents classifiés apparaissent sur les réseaux sociaux quelques heures après leur création, ce niveau de confinement ne peut se produire sans une suppression active et coordonnée. Et la suppression active vous en dit plus que n'importe quelle conférence de presse. Voici le piège. L'ancien analyste médico-légal du FBI, le Dr James Whitfield, a passé 19 ans à traiter des preuves classifiées avant de prendre sa retraite. Joint à son domicile à l'extérieur de Richmond en Virginie, il a examiné les détails de l'affaire accessibles au public avant d'accepter de parler. Son observation est impossible à mettre de côté. Lorsqu'une agence devient aussi silencieuse et aussi rapide, cela signifie l'une des deux choses suivantes. Soit ils n'ont rien trouvé et ils gèrent de l'embarras, ou bien ils ont trouvé quelque chose de suffisamment important pour que la conversation sur la divulgation dépasse l'équipe d'enquête. Il a laissé cela reposer.
J'ai vu les deux situations de près. Cela ne ressemble pas à de la gêne. Le sol de la chambre n'était pas que de la pierre. Il était marqué de motifs circulaires, des dessins complexes précis et délibérés qui, vus d'en haut, ressemblent à des cartes célestes, cartes des étoiles, gravées dans le substrat rocheux par quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il faisait. Ces modèles correspondaient à des alignements astronomiques spécifiques. Constellations, positions planétaires, configurations orbitales, tracées, avec une précision nécessitant des connaissances mathématiques avancées et une compréhension pratique de la mécanique céleste. Celui qui les a sculptés ne décorait pas. Il cartographiait quelque chose, ou marquait quelque chose pour quelqu'un qui viendra plus tard et qui sait déjà le lire. Les outils récupérés dans les caisses étaient tout aussi désorientants, gravures ne correspondant à aucun fabricant, ni période connue. Des mécanismes internes d'une précision nécessitant une technologie de fabrication qui n'existait pas au moment où ce tunnel était censé être construit. L'un des appareils, un cylindre métallique de la taille d'une paume avec des anneaux internes rotatifs, ne semblait avoir aucune couture, aucune méthode d'assemblage visible, comme s'il était moulé comme une seule pièce solide. Les techniques métallurgiques actuelles ont encore du mal à reproduire cette construction à cette échelle. Et prends ça. La porte en fer n'était pas la seule chose dans cette pièce de qualité militaire. Caractéristique. L'espacement des rivets sur la porte correspondait aux techniques de construction des installations gouvernementales de haute sécurité construites dans les années 1950. Personne ne construit une cave à vin comme un coffre-fort de banque, ce qui nous amène à ce qui se trouvait directement au bout de la route. Le sol sous Santa Fe. Los Alamos, berceau de la bombe atomique, se trouve à 35 miles de la porte d'entrée de Hackman. Le projet Manhattan, les programmes d'essais nucléaires, la recherche sur les armes au budget noir, la continuité des infrastructures gouvernementales pendant la guerre froide. Le tout construit et exploité à quelques minutes en voiture de ce domaine. Les demandes d'accès à l'information ont confirmé d'importantes constructions souterraines dans tout le nord du Nouveau-Mexique pendant la guerre froide. Quelle est son étendue, toujours classée? Mais Richard Payne, consultant à la retraite du ministère de l'Énergie, a travaillé sur l'évaluation des installations dans cette région tout au long des années 1990. Contacté à son domicile près de Taos, il a accepté une déclaration. Il existe des systèmes sous ces mésas qui ont été construits pour durer plus longtemps que la surface. Certains ont été mis hors service sur papier, certains étaient scellés, et certains ont tout simplement été oubliés. Déconnectés de tout document officiel, le maître mot étant officiel. Voici l'affaire. Si le tunnel de Hackman était un éperon oublié d'un réseau gouvernemental plus vaste, déconnecté, bouclé, abandonné lorsque les programmes ont pris fin et que les disques ont été enterrés. Alors ce que nous examinons n'est pas seulement un secret privé, c'est quelque chose qui lui a précédé de plusieurs décennies, quelque chose qu'il a peut-être découvert, hérité ou reçu, et quelque chose qu'il avait apparemment décidé pour une raison quelconque valait la peine de passer le reste de sa vie à le protéger. Mais il y avait des gens à proximité qui soupçonnaient que quelque chose n'allait pas. Bien avant février 2025, les voisins savaient toujours quelque chose. Margaret Calloway a été propriétaire de la propriété adjacente pendant 22 ans. Elle se souvient des sons, vibrations basses, fréquences à 2 et 3 heures du matin. Pas de plomberie, pas de chauffage. Quelque chose d'industriel et de profond. Vous l'avez senti dans vos côtes, dit-elle, les enquêteurs. Elle en a parlé à Hackman une fois. Mine de rien, de l'autre côté de la limite de propriété, il la regarda d'une manière qu'elle n'a jamais oubliée. Puis, il dit doucement, il est préférable de laisser certaines choses sous la surface. Elle en a ri à l'époque, elle n'en rit plus. Un géologue à la retraite nommé Frank Delgois vivait sur 2 propriétés à l'est. Il entendit les mêmes sons, installer un sismomètre portable un été, quand les vibrations sont devenues régulières. Les lectures ne correspondaient à aucun modèle sismique connu. Ils étaient rythmés, mécaniques. Quelque chose se déroulait sous terre selon un calendrier. Il a déposé une plainte pour bruit auprès du comté en 2019. Cela n'a jamais eu de suite. Et prends ça. D'autres personnes dans la région se souviennent de camions banalisés arrivés à la tombée de la nuit et repartis avant l'aube. Personnel qui a quitté le domaine et a tout simplement disparu. Téléphones déconnectés, comptes de réseaux sociaux supprimés, comme s'ils avaient été méthodiquement effacés des archives publiques.
une femme de ménage qui travaillait sur la propriété au début des années 2000. Elle a confié à une amie qu'elle avait vu des choses à l'intérieur. Elle n'était pas censée voir. Elle n'a jamais précisé quoi. Elle est partie dans le mois, lors de rénovations qui ont d'abord exposé l'entrée du tunnel. Les ouvriers ont découvert autre chose à l'intérieur des murs du domaine. Un système de communication secondaire câblé directement dans la structure. Pas une ligne téléphonique, pas de câble Internet. Un système en circuit fermé reliant la maison principale à la chambre souterraine. Câblage ancien antérieur de plusieurs décennies aux télécommunications modernes, mais fonctionnel, maintenu volontairement opérationnel. Une ligne fantôme, fonctionnant complètement hors réseau. Invisible pour tout le monde, sauf pour la personne qui savait qu'elle était là, qui était à l'autre bout du fil, et cela nécessitait un canal de communication que le monde extérieur ne pourrait jamais intercepter, ne surveiller jamais, ne même jamais détecter. Le silence. L'histoire officielle est que Gene Hackman est décédé d'une insuffisance cardiaque à 95 ans. Plausible. Le genre de mort qu'un homme de son âge était toujours susceptible de connaître. Mais la paperasse, cela n'explique pas pourquoi un couple a accès aux meilleurs soins médicaux disponibles. J'ai choisi de mourir dans un isolement total. Aucun contact d'urgence atteint. Aucun médecin n'a appelé. Pas de personnel sur place. Caméras intérieures désactivées manuellement. Tandis que l'alarme périmétrique restait active. Comme si quelqu'un voulait voir ce qui venait de l'extérieur. Mais il fallait s'assurer que personne ne puisse voir ce qui se passait à l'intérieur. 2 personnes. Une forteresse scellée. Une chambre verrouillée à 40 pieds en dessous d'eux. Mourir en silence. Voici le piège. Voici L'entrée du tunnel dans la bibliothèque n'était pas scellée lorsque les agents l'ont trouvée. Le mécanisme avait été récemment activé. Hackman, un homme d'environ 90 ans, était descendu dans ce passage froid et humide peu de temps avant sa mort. Que vérifiait-il? Qu'est-ce qui avait changé? Ou alors... Et c'est la question que les enquêteurs ont apparemment cessé de poser à voix haute. Est-ce qu'il se cachait de quelque chose dont il savait qu'il l'avait finalement trouvé? Voici ce qui se perd dans la couverture, devant la forteresse, devant les murs, et le silence, et les accords juridiques et les décennies d'isolement forcé. Gene Hackman était l'une des personnes les plus chaleureuses de son coin de Santa Fe. Son coiffeur se souvenait de sa venue toutes les quelques semaines. Assis sur la même chaise, je parle d'Hemingway, et le climat du Kansas avec lequel il a grandi. Il a donné un double pourboire. Il se souvenait des noms des enfants des gens. Les vendeurs du marché fermier local le connaissaient de vue. Il achetait des piments verts en gros et plaisantait sur son terrible espagnol. Ce n'était pas un homme qui choisissait l'isolement parce qu'il n'aimait pas les gens. Il l'a choisi parce que quelque chose lui faisait croire qu'il devait le faire. Du lien français avec l'ennemi de l'État, Hackman a bâti une carrière en incarnant des hommes piégés dans des conspirations auxquelles il ne pouvait échapper. Des hommes qui en savaient trop. Des hommes sans issue propre. Peut-être que cela n'a jamais été une pure performance. Ce qu'ils ont trouvé. FB. Les équipes médico-légales travaillent toujours dans cette chambre. Analyser chaque artefact. Décoder chaque document. Cataloguer tous les symboles gravés sur ces murs. Linguistes, métallurgistes, historiens de l'ingénierie pré-industrielle. Des astronomes sont venus interpréter les cartes des étoiles au sol. Mais les autorités ne diront pas un mot. Des déclarations vagues. Non-réponse chirurgicale. Et nous avons des mois après la découverte initiale. Dans toute enquête normale, des informations fuient. Dans ce cas, rien. Le confinement autour de ce tunnel est plus strict que tout ce qui entoure les décès eux-mêmes. Ce qui vous dit tout. Tout ce qui se trouve au-delà de cette porte en fer soudé. Ce n'est pas seulement historiquement significatif. C'est opérationnellement sensible. Quelqu'un a décidé que ce contenu était encore suffisamment dangereux pour nécessiter un confinement complet. Pas en 1950, pas pendant la guerre froide. Tout de suite, aujourd'hui, sous les demeures des puissants, sous les forêts et les villes tranquilles, nous pensons comprendre. Il y a des portes qui n'étaient jamais censées s'ouvrir. Gene Hackman a gardé l'une de ces portes pendant des décennies. Il a construit toute sa vie sur le fait de le garder scellé. Les murs, les caméras, le silence, les accords juridiques,
le personnel qui a disparu, les années d'isolement total. Il a porté ce poids depuis le sommet de l'une des carrières les plus célèbres du cinéma américain jusqu'au dernier jour de sa vie. Maintenant, il est parti. La dernière personne à connaître chaque couloir de ce tunnel, chaque caisse dans cette chambre, chaque marquage sur ces murs. Disparu. Et tout ce qui était scellé derrière cette barrière de fer soudée à 40 pieds sous sa bibliothèque ne lui appartient plus. Les enquêteurs ont finalement trouvé le tunnel. Ce qu'ils y ont trouvé ne sera peut-être jamais rendu public. La question n'est pas de savoir si le FBI sait ce qu'il y a là-bas. Ils le font. La question est de savoir ce qui pourrait être si dangereux, si fondamentalement déstabilisant, qu'ils préfèrent de ne rien dire plutôt que de dire au public ce qui se cache derrière cette porte. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Hackman était-il le dernier gardien de quelque chose enterré bien avant sa naissance ? Ou en était-il le dernier prisonnier ? Déposez votre théorie dans les commentaires. Et si vous voulez être là lorsque le prochain morceau de cette histoire sortira, cliquez sur « Abonnez-vous ». Je te verrai dans le prochain.